on avait tous envie de plus ou moins faire quelque chose dans l'entrepreneuriat plus tard, pas forcément de suite. Et il y avait un de mes amis du coup qui est mon associé aujourd'hui qui s'appelle Anthony, qui lui du coup vient d'une famille de pêcheurs poissonniers. Son grand-père il était pêcheur, ses parents ils ont une grande poissonnerie à Sifour, donc juste en dessous de Toulon. Et du coup lui il voulait faire quelque chose dans le poisson, mais sur un business model un peu 2.0, tu vois. Et donc on s'est mis ensemble un peu par hasard. À la base, tu vois, le brief c'était un peu en faire un Big Fernand du poisson. Quand Big Fernand était, tu vois, il y a 5 ans plus encore à son apogée, tu vois, par rapport à maintenant. Et donc, c'était un peu le modèle de référence. On va reprendre un peu la success story de Big Fernand qu'ils ont eu il y a 10 ans et on va essayer de faire la même chose sur le poisson. Salut les nouveaux explorateurs et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Avant de commencer l'interview, j'aurais besoin de vous. Si vous avez apprécié les dernières interviews et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la page YouTube. Au-delà du fait de m'encourager et de réaliser de nouvelles interviews, ça va vraiment me motiver et de voir de visu un petit peu la communauté des nouveaux explorateurs, donc d'avance je vous dis un grand merci. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alex Raffetin qui est un des 4 fondateurs de restaurant street food Père et Fiche. Pour les Parisiens ou les Lillois qui écoutent l'épisode, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de déguster un de leurs burgers de poisson. Pour tous les autres, vous allez découvrir un concept que je trouve vraiment génial, tant sur le produit que sur la façon de communiquer sur le web ou sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une petite idée de l'engouement de Père et Fiche au niveau de sa communauté, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Père et Fiche, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est 190 000 followers sur TikTok, 10 000 sur Facebook et 45 000 sur Instagram. À l'origine de ce projet, il y a 4 amis du sud de la France qui, au détour d'un projet pendant leur formation, se lancent le défi de démocratiser le poisson à tous les Français. Alors, effacez tout de suite l'image du filet aux fiches de McDonald's. Père et Fiche, c'est de la qualité, une démarche éco-responsable et une philosophie. Pendant l'épisode, Alex va partager avec nous sur une multitude de sujets, de la naissance du projet Père et Fiche, comment ils ont réussi à financer ce premier projet de restaurant, ce qui l'a poussé à créer un univers fort pour la marque qui aujourd'hui fait l'identité des restaurants Père et Fiche, sa stratégie pour développer la communauté sur les réseaux sociaux avec des stratégies de marketing d'influence, l'erreur qui aurait pu couler le projet, et plus personnellement, Alex se livre sur sa vie d'entrepreneur, il donne des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient entreprendre dans le monde de la food, il va nous parler également de ses réussites, de ses projets à venir, donc vraiment une multitude de sujets. Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre invité et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour Alex, merci de nous recevoir pour le podcast des nouveaux explorateurs. Pour rentrer dans le vif du sujet, la première question que je pose souvent, c'est si tu pouvais te présenter et dérouler un petit peu sur ce qui vous a poussé avec tes partenaires à te lancer dans l'aventure de Père et Fiche, puisqu'on est dans un milieu de la restauration qui est ultra concurrentiel, vous avez les coûts des loyers, vous avez la réglementation, les salariés, enfin voilà, c'est des grosses machines. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement et un peu nous parler du concept de Père et Fiche et de ce qui vous a poussé à vous lancer dans la restauration? Yes, salut Geoffrey, merci de m'accueillir sur ce podcast. En fait, nous on était potes d'école à la base. Donc on a fait Schema à l'école de commerce. Et on a fini les cours juin 2017. Donc durant notre dernière année, on était en master entrepreneuriat et on avait tous envie de plus ou moins faire quelque chose dans l'entrepreneuriat plus tard, pas forcément de suite. Et il y avait un de mes amis du coup qui est mon associé aujourd'hui qui s'appelle Anthony, qui lui du coup vient d'une famille de pêcheurs poissonniers. Donc son grand-père il était pêcheur, ses parents ils ont une grande poissonnerie à Sifour, donc juste en dessous de Toulon. Et du coup, lui, il voulait faire quelque chose dans le poisson, mais sur un business model un peu 2.0, tu vois. Donc, honnêtement, je sais même pas comment on a fait pour se retrouver ensemble parce que ça s'est fait un peu par hasard. Tu vois, il me dit, ah, j'aimerais bien bosser sur ça. En fait, à la base, c'était des matières qui s'appelaient business plan, je crois, un truc comme ça, où du coup, tu faisais un business plan sur un projet fictif et tu devais en faire une sorte de potentiel business viable, tu vois. Et on devait travailler sur ça tout le semestre. Et donc on s'est mis ensemble un peu par hasard. Et à la base, tu vois, le brief, c'était un peu en faire un Big Fernand du poisson. Ouais. Quand Big Fernand était, tu vois, il y a 5 ans plus encore à son apogée, tu vois, par rapport à maintenant. Et donc c'était un peu le modèle de référence. C'était, ben, on va reprendre un peu la success story de Big Fernand qu'ils ont eu il y a 10 ans et on va essayer de faire la même chose sur le poisson. Et donc de là, on a commencé à travailler dessus, premier semestre. Au final, ça se passe très bien entre nous. En plus, on se rend compte qu'on kiffe bien le projet. Et en fait, on nous dit de faire des concours. Donc, on commence à faire des concours un peu au niveau entrepreneuriat national. Mais franchement, on les fait vraiment. En fait, on savait pas trop ce qu'on faisait, tu vois. Donc, on fait le concours, c'était le Challenge Pépite France.
dans 2 catégories et on gagne les 2 catégories. Et on savait même pas au début que c'était un concours national, tu vois, au niveau de l'entrepreneuriat. Et de là, on a un article dans Challenge, donc c'était début 2017. C'était les 100 startups où investir en 2017. Et on a eu énormément de demandes d'investisseurs, dont l'un des fondateurs de Big Fernand qui nous avait appelé pour du coup étudier le projet et plusieurs autres gros profils, tu vois, niveau business. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, bah, il y a un truc à faire. Dès qu'on finit les études, on va se lancer sur le projet. Et ensuite, on est monté à Paris durant l'été 2017 et on a mis un an à développer le premier, enfin tout le concept, trouver les financements, les locaux et tout pour ouvrir le premier restaurant septembre 2018. Mais c'est ça qui est fou parce que tu parles justement, vous étiez à Nice, vous partez sur Paris, un an pour monter le projet. Les loyers, comme je disais, sont assez prohibitifs, assez chers sur Paris. Comment vous avez réussi à bien vous entourer au début et à financer justement ce premier restaurant? Alors, en fait, on est arrivé à Paris du coup tous durant l'été 2017. Euh, Moi, étant donné que j'ai un profil très marketing, tu vois que j'en fais beaucoup depuis que je sais pas, j'ai 20 ans. J'ai fait tous mes stages, mes césures, mes expériences pro, même en auto-entrepreneur et tout, dans le marketing. Et j'ai eu une grosse opportunité sur un CDI à Paris qui était chez Yahoo, qui après s'est fait racheter par Verizon, le gros telco, où ils ont fusionné Microsoft et Yahoo. Donc du coup, j'étais en régie publicitaire. Donc pour le coup, moi, j'étais le seul en CDI des quatre. Donc je bossais avec eux le soir et le week-end. Et les trois autres, ils ont fait des jobs étudiants, tu vois, beaucoup dans des concepts un peu même positionnement que nous, tu vois, fast good, restauration rapide, Ouais. pour vraiment voir comment ça se passait au niveau bah, process, vie quotidienne au restaurant. On avait déjà tous fait beaucoup de restauration pendant nos études en job étudiant. Et donc ça leur a permis déjà de vivre. Et à côté de ça, en fait, étant donné qu'on avait gagné, je crois, 5 concours, un truc comme ça, avant l'ouverture, on commençait à avoir un peu une petite visibilité. Et l'avantage un peu qu'on a eu, c'est que, tu vois, la page Facebook, à l'époque où, 2016, les pages Facebook servaient encore à quelque chose, on a commencé à raconter notre histoire un an et demi avant l'ouverture. Et Instagram, on l'a ouvert 6 ou 7 mois avant l'ouverture. Donc on en faisait un peu des... En fait, l'idée, c'était un peu de faire comme si bah, l'ouverture de Père et Fils, ça allait être le prochain Avengers, quoi, tu vois. On en parlait, on en faisait des caisses, ouais, ça va être un truc de malade. Vous avez jamais goûté ça de votre vie, vous avez pété un plomb, alors qu'en soi, bon, c'était juste une ouverture de resto. Mais en fait, ça a créé un peu une traction, une notoriété autour de nous. Et quand on est arrivé à Paris, il y a eu Alexandre Roudot, du coup, qui ouvrait en fait un incubateur un peu food qui s'appelait Emergence Concept, enfin qui s'appelle toujours Emergence Concept d'ailleurs, et qui est rentré en contact avec nous et qui voulait un peu nous prendre en incubé test, tu vois, en mode bah, je fais toutes mes expériences avec vous, vu que je me lance, mais du coup, bah, si ça fonctionne bien pour vous, vous serez ma vitrine, tu vois. Et donc, on s'est très bien entendu avec lui. D'ailleurs, on continue toujours de bosser avec lui. Tu vois, il avait vraiment l'aspect restaurateur pur que nous, on avait moins. Notamment, tu vois, financement, recherche de locaux, comment tu trouves des bons endroits et tout. Travaux derrière, process. Et on s'est accompagné de lui. Et après, au final, petit à petit, on a commencé à peaufiner le concept. On a pris un concepteur culinaire sur les recettes. Et sur la partie financement, bah, on a commencé, tu vois, à faire notre plan de financement, le montant dont on avait besoin en apport financier pour aller récupérer un prêt à la banque et quel type de locaux, tu vois, on allait chercher en projetant un budget max pour une ouverture, quoi. Ouais. Et par rapport à ça, justement, chaque marque essaie de répondre un peu à une problématique, à répondre à un besoin sur le marché. Tu me parlais de Big Fernand, mais comment vous êtes positionné? C'était quoi la problématique que vous cherchiez à répondre en créant Père et Ben, Fiche? nous, pour le coup, c'était assez, on va dire, simple et évident. C'est que à la base, on s'est dit, aujourd'hui, quand tu veux manger du bon poisson, tu vas dans un restaurant, un bon restaurant, ça coûte cher. Et en plus de ça, bah, c'est un modèle à tabler, donc ça prend du temps, tu vois. Mhm. Généralement, bah, quand tu es au resto, tu restes au moins 1 heure, quoi. Et en parallèle, si tu penses fast food, poisson, notamment burger de poisson, bah, tu penses au filet au fish de McDo, tu penses à des produits qui sont pas forcément hyper sexy, et du coup, il n'y a pas d'entre-deux. Donc nous, la promesse, c'était,
comment on peut faire en sorte que les gens, enfin la clientèle puisse manger du poisson de qualité à un prix abordable sur un modèle de restauration rapide, tout simplement. Ouais. Par rapport on parle, un peu avant le podcast, on parlait de Simon Sinek ensemble, ce fameux pourquoi de la marque. Si aujourd'hui vous avez un claim ou un positionnement de marque, ça serait quoi que vous essayez de véhiculer à vos clients en termes de message? Bah, en fait, c'est vraiment, tu vois, l'objectif, un peu la mission du projet, tu vois, c'est un peu de démocratiser la consommation de poissons. Euh, on a commencé par la France, qui, je pense, n'est pas du tout le marché le plus facile, parce que, tu vois, en restauration rapide, tout ce qui est bœuf, poulet et tout, c'est 1000 fois plus avancé. Et aujourd'hui, la consommation de poissons, elle est pas du tout à son apogée. Donc, il y a un vrai travail de démocratiser cette consommation de poissons. Et on le voit que c'est un vrai travail d'éducation de la clientèle. On a beaucoup de réticences produits, de barrières à l'entrée. L'avantage un peu qu'on a, c'est que vu que on arrive à avoir une image de marque puissante et une forte notoriété, les gens, soit ils se disent, bon, ça a l'air trop bon, je vais tester, soit ils se disent, putain, ça a vraiment pas l'air bon, mais tu sais, ils sont un peu curieux et ils viennent tester. Et quand ces personnes-là, généralement, j'ai envie de te dire, presque 99 fois sur 100, ils sont convaincus, tu vois, et petit à petit, il y a le phénomène de bouche à oreille qui va se faire. Et c'est compliqué d'arriver avec un nouveau produit sur le marché parce que t'as aucun repère, tu vois. Ouais. Si demain, t'as une pizzeria de ouf qui couvre à côté de chez toi, bah tu vois des pubs dessus ou tu passes devant et tu te projettes, tu te dis putain, j'ai trop envie d'une pizza, tu te rappelles la dernière fois que tu as mangé une pizza, je sais pas, en famille, entre potes et tout, t'as kiffé pareil sur une boulangerie, bah le matin, tu vois, tu te dis putain, c'est vrai que la sensation de manger un bon croissant, c'est cool. Et là, bah la personne qui se dit qui a jamais testé Père et Fiche, elle a pas de repère, tu vois, parce qu'elle veut pas se comparer ça à un burger de viande parce que du coup, c'est différent. Et c'est pour ça que vraiment un travail de long terme sur le fait d'éduquer la clientèle petit à petit. Et pourquoi vous n'avez pas lancé le concept directement du côté de Nice? Parce que enfin, bord de Méditerranée, donc vous avez pu vous dire la clientèle est déjà plus à l'aise avec le poisson. Là, vous vous dites Ouais, direct Paris. ben, alors, il y a Ava qui vient de Corse, Anthony vient de Sifour, moi je viens de Nice justement, et Charles il vient de Sancerre. Et en soi, on vient tous du sud, mais le truc c'est que, tu vois, on avait déjà vocation à en faire une enseigne à le développer, tu vois, au niveau national et même international. Et en soi, bah, Paris, c'est un peu le cœur de l'arène, tu vois, en France. C'est là où t'as enfin, t'es sous les projecteurs, tu vois. Donc, je pense que honnêtement, c'est pas la ville la plus simple du tout parce qu'il y a énormément de concurrence. Et pour moi, il y a beaucoup de villes de taille moyenne, tu vois, province, où tu peux arriver avec des offres, on va dire, quali sans révolutionner le monde. Et il y a tellement rien tu vois, en mode de restauration rapide quali encore que bah, tu peux t'y retrouver beaucoup mieux qu'à Paris en termes de CA. Après, le truc, c'est qu'à Paris, tu rencontres bah, toutes les personnes qui ont des autres enseignes, tous les investisseurs, les fonds, tous les partenaires qui ont des solutions, ils sont tous à Paris. Donc, on s'est dit, enfin, on est obligé de commencer par Paris. Et à côté de ça, bah, si déjà tu te tiens à Paris, c'est que ton concept, tu vois, Hmm. il a potentiellement, on va dire, un intérêt et une expansion potentielle, quoi. Et c'est ça qui est, je trouve complexe, c'est que vous partez avec un concept poisson dans Ouais. l'univers du fast-food. Et on parlait de enfin, fast good, fast casual, ce côté un peu premium que vous proposez, et en tout cas ce qui développe de plus en plus. Aujourd'hui, c'est quoi l'expérience que vous proposez à votre clientèle en disant, bah voilà, si vous allez chez un tel, voilà, vous savez que vous aurez ça. Si vous allez chez nous, voilà ce que nous on vous propose. Bah, après, pour moi, il y a eu il y a eu un raz-de-marée de concepts qui est arrivé. Et je trouve que ça a été vachement lancé par, ben, à l'époque, Big Fernand, et t'avais le camion qui fume qui avait ouvert en Mm. même temps. Et Big Fernand, ça a été un peu le modèle qui a montré, ok, bon, bah, c'est possible de développer une chaîne. À l'époque, ils avaient un truc très à la mode et tout, tu vois, c'était très cool. Et avec des produits hyper quali. Et nous, la promesse, en fait, tout simplement, ça va être, si vous venez manger chez nous, bah, vous avez des produits frais sur des recettes fait maison, donc des recettes gourmandes,
un modèle de restauration rapide. Donc on vous sert rapidement. Et à côté de ça, bah il y a un peu l'ambiance, tu vois, père et fils dans les restos, c'est-à-dire que bah les employés très cool, bonne ambiance, tu vois, côté un peu familial où on se sent bien, tu vois. Mais c'est ça que Donc je voulais évoquer. Tu, euh, tu parlais de plateforme de marque vachement forte. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est au niveau du wording, tous les noms que vous avez de vos burgers, tout ouais. l'univers. Aujourd'hui, en quoi c'était important pour vous de jouer sur cet univers-là très fort que vous avez réussi à développer? Ben, en fait, c'est un peu, tu sais, si tu reprends, c'est quand on reprend, tu vois, toutes les marques qui fonctionnent niveau marketing et tout, tu regardes bah, comment tu peux petit à petit pousser encore plus bah, la notoriété, l'identité de marque et la personnification de ta marque, tu vois. Donc, pour moi, on a encore même du travail à faire sur certains points et tout, mais mais l'idée, c'était d'arriver bah, avec un positionnement, tu vois, où bah, on tutoie le client, beaucoup de jeux de mots, tu vois, avec le poisson, un univers très décalé, et un petit côté pop et tout dans la marque. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous ressemble un peu, tu vois, c'est-à-dire que ça se fait quand même, ça évolue, mais les marques, ben, généralement, quand elles communiquent, ben, elles communiquent comme une marque, c'est-à-dire un ton un peu informel, un truc chiant, tu vois, et t'avais pas envie d'écouter. Pas toutes les marques, hein, mais la Ouais. plupart, t'as pas envie de suivre ça. Et nous, l'idée, c'est que ben on est tous, tu vois, des jeunes. On va dire, on est assez cool, quoi. On aime bien vivre, quoi. Et on l'a un peu fait retranscrire. On a un peu retranscrit tout ça dans dans toute notre com. Donc, c'est-à-dire qu'on partage plein de trucs, on fait des blagues quand on se foire en cuisine, on le montre et tout, pour montrer que tout n'est pas parfait, mais il y a ce côté un peu décalé et authentique qui fonctionne très bien. Et à côté de ça, en fait, on s'est beaucoup mis en avant aussi nous-mêmes durant bah, durant toute la création de la marque et de l'évolution, tout simplement parce que les personnes s'attachent plus à des personnages, tu vois, que à une marque. Et c'est totalement le principe des influenceurs qui a fait que ça fonctionnait bien. C'est-à-dire que ben, si tu parles à une marque, à tes clients, mais que tu prends ton téléphone et que tu dis ah salut, aujourd'hui, regardez, on vous montre ça et tout, bah c'est beaucoup plus pertinent et impactant que si tu dis tu fais un post avec une photo, bonjour, euh, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre burger. Passez une bonne journée. Enfin, c'est chiant, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, on essaye vraiment, en fait, d'être le plus naturel possible dans notre com, quitte à être un peu tranchant, tu vois, mais de façon à être le plus authentique possible, quoi. Et vous avez en plus une communauté, j'ai regardé sur les réseaux, qui est folle, parce qu'entre le compte TikTok, je me suis noté 185 000 Ouais. followers, 44 000 sur Insta, 10 000 sur Facebook. C'était quoi votre stratégie? Et donc là, tu viens de donner une partie, mais la plupart des marques, pour arriver sur des niveaux aussi hauts, c'est hyper compliqué. C'était quoi votre stratégie dans les grandes lignes entre le lancement et aujourd'hui? Ben, quand on est arrivé à Paris, moi, je venais déjà du marketing. Donc, enfin, je venais du marketing. C'est un grand mot, mais j'avais déjà plusieurs expériences en marketing et c'était vraiment le truc, tu vois, qui me faisait kiffer. Je passais 60 heures dessus par semaine à regarder tout ce qui se passait et tout. Et je commençais à avoir une vision un peu plus précise du marché. Et quand on est arrivé à Paris, bah, tu vois, on rencontre plein de restaurateurs qui ont 5, 10, 15 restaurants, des agences de com et tout. Et tout le monde a un peu la même strate. Les agences de com qui sont tournées autour de la restauration, 90%, elles sont nulles, clairement, qu'on se le dise, tu vois. C'est-à-dire qu'elles s'adressent à une personne qui est un restaurateur lambda qui limite n'a pas une page Facebook et du coup, elles lui vendent des services qui sont un peu pourris et vendent ça cher. Et en fait, on nous propose, tu vois, la classique agence RP, un plan de com et tout. Je trouvais ça hors de prix, je trouvais ça pas pertinent du tout. Et du coup, moi, je leur ai dit, bah, on va gagner de l'argent avec Instagram, tu vois. Mais c'était début 2017 et ça se faisait pas encore, à part les marques e-com et tout, tu vois, qui s'étaient développées. Mais même les restaurateurs, les personnes avec qui on échangeait disaient non, mais n'importe quoi et tout, c'est pas possible. Et en plus, on avait un peu une contrainte, c'est que, tu vois, nous, on sortait d'études, on avait mis tout l'argent dans le restaurant et franchement, on n'avait plus de thunes. Et donc l'idée, ça a été de bah, comment via tout ce qu'on a nous à dispo avec nos mains, quoi, tu vois, on peut créer quelque chose. Et donc il y a eu une grosse stratégie de contenu Instagram. Après, en parallèle,
stratégie influenceur hyper forte aussi. Pareil, là, ça a fait débat jusqu'à ce que ça soit prouvé que ça fonctionne bien. Et en parallèle, bah, beaucoup de publicité. Moi, je bossais dans la pub, tu vois, donc des campagnes pub sur Facebook, Insta, Google, YouTube, avec, tu vois, des campagnes par typologie de profil, à savoir ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent pas, tu vois, du retargeting, etc., des messages adaptés. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que quand on a eu l'ouverture, on a eu énormément d'articles aussi, ben, naturellement par l'effet de nouveauté. On n'a pas eu tous les médias, mais on a eu, je crois, 80 articles, tu vois, sur les 6 premiers mois, donc c'était beaucoup. Et énormément de push influenceurs. Et on s'est rendu compte, franchement, que ben, les médias, je trouve que ça fonctionne vraiment moins bien qu'avant. VS les influenceurs, où bon, t'en as qui sont un peu pipeaux et qui te fonctionnent pas, mais on a eu des pics de d'afflux au restaurant, tu vois, via les influenceurs, c'était hallucinant, quoi. Et en plus, influenceurs, je te dis que la case Instagram, si tu prends après les partenariats qu'on a fait avec des youtubeurs, là, c'était la guerre atomique, quoi. C'était le raz-de-marée. Et en fait, je pense que le monde, tu vois, il évolue vachement et on s'est juste un peu adapté à ces nouveaux modes de consommation. Et pour moi, c'est comment tu t'es agile et tu t'adaptes et tu fais les choses intelligemment. Et quand tu les fais comme ça, bah, tu gagnes beaucoup plus et en plus de ça, ça te coûte beaucoup moins, tu vois. Mm. Et c'est exactement le raisonnement qu'on a eu avec TikTok. C'était à la fin du premier confinement, donc en avril-mai 2020. Et là, pareil, ça a été un grand débat. Les associés n'étaient pas forcément pour au début. Et, euh, et tu vois, le raisonnement, c'était, on a plein de contenus vidéo sur Insta, parce qu'on faisait beaucoup de prod. Je vais juste les cut et les repost sur TikTok et je vais voir un peu ce qui se passe. Donc, je le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Et petit à petit, il y a une vidéo qui commence à exploser, qui fait 400 000 vues et tout. Tu vois, on récupère 10 000 abonnés d'un coup. Et en fait, là, petit à petit, tu commences à comprendre un peu les codes de TikTok. Puis surtout, en vrai, là, pour le coup, enfin, dire que j'ai eu de la chance. C'est que TikTok, ça a vraiment très très bien évolué dans le bon sens. Et que là, maintenant, tu vois, depuis 6 mois, toutes les marques commencent à se dire, ouais, putain, TikTok, comment on y va et tout. Et nous, en fait, l'idée, c'est que, bah, après, on a adapté notre production de contenu sur ce réseau. Mais aujourd'hui, pour moi, TikTok, déjà, c'est le seul réseau qui peut te permettre de faire exploser une marque organiquement. Parce que sur tous les autres réseaux, c'est strictement impossible. Et à côté de ça, en fait, quand tu regardes le temps passé vs ce que ça te rapporte, et l'argent investi même en parallèle, bah, c'est totalement bénéf, quoi. Mm. Et donc voilà, donc petit à petit, on a fait grossir le compte TikTok, et là, ça continue de bien bouger, et il commence à y avoir plus de concurrence, tu vois. Et justement, grosse politique de marketing d'influence, j'ai lu 20 partenariats mensuels. Ouais. Ça reste assez lourd à gérer. Comment vous choisissez les marques avec qui vous collaborez? J'ai vu Pérouse, j'ai vu d'autres produits en salle de bain rechargée, 900 Cares. Euh, Ouais. comment vous travaillez ça? Alors, du coup, on fait pas 20 marques en partenariat par semaine, tu vois. Là, on fait de temps en temps en fait des partenariats sur des formats un peu jeu concours avec des marques. Et l'idée, c'est de sélectionner un peu des marques, tu vois, qui ont les mêmes valeurs que nous, tu vois. À savoir, bah, essayer d'avoir une approche un peu écologique dans ton entreprise et un mouvement un peu durable, tu vois. Nous, on, on a dégagé 99% du plastique dans le resto. Il nous reste, tu vois, deux, trois trucs en plastique recyclé, mais pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Et sur pareil, tout le sourcing de nos produits et tout, on bosse avec Mr. Goodfish, du coup, qui est un label qui est là pour sensibiliser euh, sur quel poisson est en surpêche, quel type de poisson prendre en alternative, sur quelle période, etc. Tu vois, de façon à respecter les cycles de reproduction des poissons. Donc, honnêtement, on n'est pas parfait, tu vois, on n'est pas le concept, tu vois, du petit chef qui est en Bretagne et qui va chercher auprès du pêcheur le matin sur la plage le produit. Mais par rapport à notre business, on essaye d'avoir du moins on va dire un impact écologique le plus positif possible. Ouais. Et en fait, pour ça, tout simplement, tu vois, quand on est en contact avec des marques qui partagent un peu nos valeurs, bah, on se dit, vas-y, bah, pourquoi pas faire des petits jeux concours, c'est des formats rapides, tu vois. Mm. Donc, le sans care, c'est des produits salle de bain sans plastique. Et après, sur toute la partie partenariat influenceur, ben, c'est soit des influenceurs qui nous contactent, soit nous qui les contactons. Et c'est toujours le même format, c'est bah, vous venez manger gratuitement et vous faites ce que vous voulez derrière. Donc Ok. si vous avez adoré, vous faites post story. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez même le dire.
Enfin, on est hyper libre sur ça. Et bon, heureusement pour nous, généralement, ils aiment bien, quoi. Le concept marche bien. Euh, Par rapport à tout ce que tu racontes, il y a beaucoup de choses qui ont réussi. S'il y avait eu une erreur, est-ce qu'il y a eu une erreur qui aurait pu couler père et fiche sur le projet au début ou après? Hmm, au début, après. Ou alors Ben, sans faute, hein, mais- non, je pense que pour moi, tu vois, ça marche bien. Après, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, tu vois. Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on arrive, vu on est quatre sur la société et qu'on est aussi entouré, on prend beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir sur ce qui fonctionne pas. Et on adapte vraiment le concept au jour le jour. C'est-à-dire que si tu prends à l'ouverture et aujourd'hui, 100% des recettes ont changé. Donc tous les burgers sont différents. Euh, Au début, on faisait que du burger. Maintenant, on a intégré des bols, tu vois, un peu en mode poké salade, un plat en barquette en mode fish and chips, des tapas un peu de la mer, tu vois. Et petit à petit, on fait évoluer le concept et à chaque fois, ben, on teste les produits, on voit ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne, on le garde. Ce qui fonctionne pas, on le sort et on teste autre chose. Et on essaie vraiment d'adapter en continu. Et pour moi, c'est clairement ça, en fait, qui aurait pu faire couler le projet. Ça aurait été si on était dès le début en mode, bah, on est trop sûr de nous, même si ça décolle pas comme on veut. Bah, c'est exactement ça la formule. On sait tout. Et dans ce cas-là, bah, en fait, c'est la remise en question, tout simplement, tu vois. Ouais. Et Et là, ouais, le Covid, justement, par rapport à ça, parce que ça a été un gros bouleversement. Vous avez trois restaurants aujourd'hui, dans le 9e, à ouais, Aubervilliers et à Lille. ouais, Lille qui a été ouvert en plein Covid, plein, ouais. pleine phase. Vous êtes adapté comment par rapport à ça? Parce que l'on parle d'adaptation par rapport au concept, mais par rapport à ce gros problème de restauration où tout était Ben, fermé. ouais, exactement. Bah, le premier confinement, on a fermé. Et le deuxième, il me semble en fait, on a fermé et tu vois, quand on est revenu, je sais plus, fermé à Paris, ça marchait pas de ouf. Et on s'est dit, bon, bah voilà, on va attendre que le Covid finisse et tout. Sauf qu'au final, notre cher Covid n'en finit jamais. Et tu vois, sur l'automne 2020, on s'est dit, bon, on va faire comme si on était dans un monde où il y aura le Covid à vie, que le surplace ne reviendra jamais, parce que nous, on faisait 12-13% de livraison à la base, avant Ouais. le Covid. Donc c'est-à-dire qu'on n'était pas bon sur ça, mais c'était pas du tout un truc sur lequel on voulait se baser, parce que bah, les coms et tout, on préférait que l'expérience client soit sur place. Et en fait, le Q4 2020, on a revu tout le concept, c'est-à-dire qu'on a vachement réduit la carte, on a travaillé deux, trois recettes, on a modifié les prix, euh, que ce soit, tu vois, on est passé en sans formule avec des produits à l'unité et tout, et on est passé en exclu avec Uber. Et donc, gros plan de marketing par rapport à l'exclu et tout. Et janvier 2021, du coup, quand on a ouvert Lille, bah, Paris, pareil, avait bah, tout le plan marketing de Beurre avec toute la nouvelle carte. Et en fait, là, ça a explosé, mais vraiment, franchement, on a fait quasiment du x2 sur, bon, Lille, ça venait d'ouvrir, tu vois. Mm. Mais à Paris, on a fait quasiment x2 en CA, tu vois, quasiment d'un coup, quoi, par rapport à toute cette nouvelle strate et cet exclu. Mais j'ai lu d'ailleurs que Stade de Big Fernand, j'ai lu, ils sont passés de 30% de ventes en délivrée justement à 80% de l'activité après, une fois le Covid en place, avec des livraisons qui ont augmenté à fond, quoi. Bah ouais, nous je crois qu'à un moment donné, on montait à 60-70% de. Attends, en fait, je veux pas te dire de conneries. Bon, on était au moins sûr à 50% de livraison, tu vois. Mm. Et là, on est revenu sur un truc un peu plus stable. On est à entre 60 et 75% de surplace emportée et 25-30% de livraison. Et maintenant que vous avez un peu de recul, c'est quoi vos ambitions demain pour Père et Fiche? Bah, niveau national. Donc là, on continue les ouvertures en propre et on prépare toute la franchise. Puis après, niveau Europe et niveau monde, hein. Et ça, vous êtes fixé un objectif en termes de timing? Vous êtes, ou c'est au jour le Ben, jour, vous avancez non, et, on a des objectifs, là, on a des objectifs annuels et sur N+2. Après, on pourrait les mettre un peu, tu vois, pour se faire kiffer, mais je trouve que c'est quand même très compliqué de,
d'avoir une trame sur le long terme à notre niveau, d'autant plus que nous, quand on a ouvert, on s'est pris les gilets jaunes, plus après Le Covid. la réforme des retraites, qui en vrai, ça a été très très mal, parce que c'était désert pendant 2 mois, plus le Covid, tu vois, donc c'est tellement instable, incertain, puis en plus de ça, ça bouge à une vitesse folle. Donc là, l'objectif, c'est d'ouvrir les premiers franchisés sur Q4 2022. Et après, on verra, tu vois. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la France. On a eu des propositions à l'étranger, mais je pense que c'est pas judicieux. Mais l'avantage, en fait, de notre produit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, et les marges, honnêtement, sont plus faibles que si Mm. tu fais ben, de la viande ou même si tu fais, je sais pas, des crêpes, de la pizza et tout. Et c'est beaucoup plus compliqué à travailler. Donc, il y a moins de personnes qui vont aller s'aventurer sur ce terrain-là. Et je pense qu'en fait, on est en France où la consommation de poissons, bah, c'est pas du tout un truc qui est démocratisé. Mais si demain on part dans des pays comme bah, déjà Belgique, Pays-Bas, tu montes dans les pays Mm. du Nord, Norvège, Suède, Finlande, ou tu pars même en Asie, pour moi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le. Je pense que même, tu vois, Amérique du Sud, en fait, je pense que le concept, il peut s'adapter vraiment partout dans le monde quasiment, quoi, tu vois. Ouais. Donc, bon, après, on va voir ce que ça donne, hein. Là, c'est une dimension un peu plus personnelle. On parlait au tout début que tu as fait un master entrepreneuriat. Toi, tu t'es Ouais. du coup forcément toujours vu monter une boîte. C'était quoi tes envies quand tu as fait ces formations-là avant de lancer Père et Fiche? Bah honnêtement, j'avais pas prévu de monter une boîte direct après les cours, tu vois. J'aimais bien. Je parlais souvent avec des potes de monter des boîtes, tu vois. On parlait d'idées de business souvent, et je me suis beaucoup beaucoup formé. J'ai dû faire, je pense. J'ai fait la formation, tu vois, un peu connue. J'ai fait la formation de Live Mentor. J'ai fait la formation de The Family Coup d'État. J'ai fait toutes les certifs Google, Facebook. J'ai fait des formations de montage vidéo. J'ai fait la formation de Founder aux US sur tout ce qui est e-commerce. Après, j'ai fait la formation de Yomi Denzel sur tout ce qui est dropshipping à l'époque e-commerce. Et donc du coup, en fait, petit à petit, je sais pas, il y a eu l'opportunité père et fils, tu vois. Et je me suis mis dedans. Et après, quand moi j'étais en régie et que je faisais père et fiche, j'avais plein de clients qui faisaient, j'avais des grosses marques, tu vois, genre Leclerc, McDo, Renault et tout. Puis j'avais des indépendants qui à l'époque faisaient beaucoup de leads, donc génération de leads sur Pinel, rachat de crédit, isolation à 1 euro et tout. Toute la phase dropshipping qui arrivait en France, tu vois, c'était quoi, 2000, moi j'ai découvert ça début 2018. Et donc, tu vois, j'avais pris la formation de Yomi avec des potes et on s'était bien mis dedans. Donc, je m'étais mis en auto-entrepreneur en parallèle pour faire du drop. Puis ça avait bien marché pour tout le monde. Et en fait, derrière, moi, j'ai quitté mon job et j'ai ouvert une agence de marketing, du coup, fin début 2020 avec deux potes. Et voilà. Et après, là, bon, après, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, bah, je vais vraiment, je vais faire de l'entrepreneuriat pendant très longtemps, c'est sûr. Mais tu vois, même quand on est arrivé à Paris, que moi j'avais mon CDI et que bah, je montais mon projet à côté, j'adorais, mais franchement, je kiffais vraiment mon CDI, tu vois. Ouais. Et j'étais pas du tout le délire en mode ouais, je veux pas avoir de patron, c'est horrible et tout. Moi, ça me dérange pas du tout. En fait, le problème, je trouve, c'est que bah, vu que je travaille beaucoup et que j'évolue du coup plus vite que les autres, et ben du coup, pour moi, c'est compliqué après d'avoir un boss qui est moins compétent que toi. Là, moi, quand j'étais en CDI, pour le coup, c'était pas le cas. Et tu vois, nous, on avait des objectifs pays et il y avait la moitié, tu sais, qui avait genre 40, 50 ans et qui travaillait pas, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. franchement, c'était. Et en fait, tu travaillais pour eux et à la fin, bah, tout était lissé en fonction de tes primes. Et moi, par contre, ça, c'est un truc qui me rendait fou, tu vois. Parce que bah, je me donnais à fond sur mon CDI même pour que nous, on dépasse nos objectifs. Et à côté de ça, t'avais des mecs qui, franchement, ne foutaient rien, tu vois. Et au final, à la fin du trimestre, les boss ils disaient bah, génial, bravo à tous, continuez comme ça. Tu vois. Ouais, c'est pas possible. Et moi, c'est vraiment, tu vois, un vrai truc qui, si demain je retourne dans une boîte, c'est le truc qui me fait péter un plomb, quoi. Si tu avais, maintenant que tu as un peu de recul, deux, trois conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que toi tu pourrais leur recommander au moment de se lancer? Enfin, voilà. Est-ce que tu as trois conseils à donner? Bah alors, pour moi, déjà,
faut vraiment en avoir envie, parce que ça devient un peu une mode là depuis 2 3 ans de faire de l'entrepreneuriat. Et du coup, tout le monde se dit, ouais, je vais devenir entrepreneur, c'est trop cool. Sauf que honnêtement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus fatigant et usant bah, sur tous les aspects que si t'es salarié. Et après, les conseils que je pourrais leur donner pour les personnes qui se lancent, c'est de se former à fond, tu vois, et de s'entourer de bonnes personnes. Moi, demain, si pour le coup, j'irais sur un nouveau domaine que je connais pas forcément, bah, ma strat que je fais actuellement, c'est d'un peu checker toutes les personnes qui sont un peu référentes dans leur domaine et prendre contact avec eux, tu vois, échanger. Et à côté de ça, en fait, dernier conseil, ce serait vraiment d'avoir une vraie expertise dans le domaine. C'est-à-dire que si la personne elle veut se lancer, bah, je lui préconise déjà de pas se lancer seul. Je trouve ça compliqué de lancer une boîte seule. Et à côté de ça, de s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que ça pourra pas devenir la meilleure sur la finance, sur les RH, sur le légal, sur le marketing, tu vois, si t'as un resto. Moi, pour le coup, je suis totalement sorti dès le début des restaurants et je n'y connais strictement rien en cuisine, en process. Je manage pas les équipes dans les restaurants. Je suis focus à 100% sur tout ce qui est bah, digital et développement de l'entreprise avec un de mes associés. Mais l'idée, c'était que vraiment chacun devienne expert de son domaine, tu vois. Et je trouve ça, je préfère être meilleur, enfin le meilleur dans un truc que ben, tu sais, c'est un peu bon partout là. Je sais plus ce que c'est D'être le moyen au dicton. final. Ouais, exactement, d'être moins partout. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, quelle serait pour toi la définition du succès aujourd'hui? Alors c'est très personnel, il y a que des bonnes réponses, mais si toi aujourd'hui tu avais une définition du succès, ça serait quoi? Ou de la réussite, plutôt. Ben, moi, il y a deux trucs, c'est que le critère numéro un, tu vois, c'est quand même de continuer à aimer ce que je fais. Donc, tout simplement, tu vois, tu te lèves le matin et t'es content de le faire, quoi. Pour moi, c'est vraiment la définition principale du succès, parce que j'ai plein de potes qui ont des énormes boîtes, mais qui sont au bout de leur vie. Et, euh, et après, par contre, ben, que père et fiche, ça explose, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est un vrai objectif. Que ça soit, bah, c'est même plus, bon, je vais te dire financier parce que forcément ça rapporte de l'argent. Mais là, tu vois, c'est vraiment même égo, tu vois. Faut que j'arrive à faire vraiment décoller la boîte, quoi. Et, Donc je pense que, dis-moi. non, j'allais dire, pour moi, quand ça sera, bah, tu vois, ça commencera à être au niveau déjà européen, on va dire, un petit succès, quoi. Est-ce que on a toujours l'image de l'entrepreneur successful où voilà, tout fonctionne, tout marche. Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu as eu envie de tout lâcher, ou en tout cas tu as eu des grosses baisses de régime et tu t'es dit, putain, là c'est dur, et comment tu as réagi? Bah, honnêtement, ouais, il y a que des galères, hein. Non, non, franchement, je trouve que la restauration, c'est très, très compliqué, tu vois. En fait, j'ai la chance d'avoir la vision e-commerce et business physique. Et j'ai plein de potes avec qui on a commencé dans le dropshipping, qui ont maintenant dans des marques e-commerce et tout, qui ont plein de trucs. Et je trouve que, tu vois, pour le coup, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent sur ces business-là, bah, qui ont un marché, enfin, je trouve qu'ils commencent à avoir de l'argent à l'infini, tu vois. Tu parles même des cryptos, des NFT et tout, ça part vraiment dans tous les sens. Et, euh, et en fait, tu vois, pour moi, bah, les restaurants, c'est vraiment un business long terme qui est compliqué et qui potentiellement sur le long terme peut exploser et qui sur le court terme ne rapporte pas grand-chose. Et à côté de ça, quand t'as des restaurants, bah, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, des problèmes, je sais pas, des fuites de plomberie, des extractions qui fonctionnent pas, du matos qui pète, des problèmes avec les employés, du turnover à fond, des mois où le CA il est pas forcément là. Donc, nous en fait on est quatre. Là maintenant on n'est plus que trois. On a un associé qui a décidé de faire autre chose. Mais l'avantage c'est que tu vois on est plusieurs et à chaque fois on est un peu là pour se remonter le moral. Mais je trouve que, enfin honnêtement moi jamais je le relancerai un business physique seul parce qu'il y a tellement de trucs à faire et à côté de ça t'as tellement de problèmes et tout. Je trouve que c'est n'importe quoi.
Et justement, c'est quoi le plus grand enseignement là, que tu as pu apprendre de ces quelques années à travailler à Père et Fiche? Bah, c'est que la restauration, c'est très très compliqué. Non, ben, le plus grand enseignement, bah, c'est que franchement, pour moi, c'est un business, c'est un vrai business long terme, tu vois, les business physiques. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux faire des beaucoup de cash rapidement, alors il y a tu vois, je pense que si là tu prends par exemple le poké qui fonctionne très bien en ce moment, qui du coup coûte rien à l'invest et qui est très rentable, tu vas foutre des pokés dans des villes où il y en a pas, des villes même des petites villes en France. Je pense que là tu pourras gagner un peu d'argent rapidement. Et après, pour moi, si tu te lances dans la restauration, c'est que vraiment faut être passionné et qu'à côté de ça, tu une vision long terme, quoi. Ouais. Une dimension un peu plus personnelle, en tant qu'entrepreneur, bah, souvent ta vie perso, c'est un peu ta vie pro. Comment tu t'arrives à avoir cet équilibre, surtout dans le milieu de la restauration? Alors tu me disais que toi, tu étais peu dans les restaurants, mais on dit souvent que le milieu de la restauration, c'est une grande famille. Comment tu arrives à mixer vie privée, vie professionnelle aujourd'hui? Franchement, je suis très très mauvais sur ça. Je suis très très mauvais sur ça parce que mes deux associés sur l'agence, il y en a un qui est à Nice et un qui est à Dubaï. Et après, j'ai mes associés père et fiche qui sont à Paris. Donc là, tu vois, en ce moment, je suis à peu près 4 mois par an sur les trois endroits. Ouais. Mais donc, du coup, bon, c'est vraiment le nomade, quoi, tu vois. Euh, en fait, en vrai, honnêtement, je travaille quasiment 7 sur 7, tu vois, parce qu'on a plein de trucs. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de routine, tu vois. Il y en a plein, ils vont te dire, ouais, moi, de 8h à 8h30, je fais ça et tout. Moi, j'ai un réveil et en fait, après, je travaille comme mon corps a envie de travailler, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que des fois, à 16h, j'en ai marre, j'arrête. Des fois, je peux travailler jusqu'à 23h. Et des fois, le dimanche, j'ai pas envie de travailler. Des fois, c'est le mardi que j'ai rien envie de faire, tu vois. Et en fait, je travaille vraiment que quand j'en ai envie. Heureusement, j'ai souvent envie de travailler. Mais du coup, par rapport à ça, moi, j'ai aucune frustration, tu Ouais. vois. Après, j'ai un équilibre de vie, tu vois. Bah, j'essaie d'avoir une alimentation saine. Je fais beaucoup de sport et tout, tu vois, pour avoir un vrai équilibre. Et le truc, c'est que bah, maintenant, dès que quand je travaille pas, tu vois, je travaille pas. C'est-à-dire que je déconnecte tout. Je suis en zéro notification sur 100% de toutes mes apps, mes réseaux et tout, même WhatsApp. Et au téléphone, si je connais pas le numéro, je réponds jamais parce que je pars du principe que s'il y a quelque chose à me dire d'intéressant, il me laissera un message, tu vois. Ok. Donc non mais je fais beaucoup de filtres, tu vois, Ouais. parce que tu vois, en plus, tu vois, avec Père et Fiche et avec même l'agence, surtout Père et Fiche, t'es énormément démarché et tout, et puis t'as toujours les gens qui disent ouais, tu peux, enfin, t'as quoi comme dispo pour qu'on se voit? Je dis bah non, on se verra pas, tu vois, tu m'envoies un mail, montre-moi ce que tu me proposes, si c'est intéressant, dans ce cas-là, on se voit, tu vois. Et Ouais. t'es obligé, en fait, de filtrer à fond, parce que sinon, tu te retrouves à passer, 20 heures par semaine à écouter des gens et tout, et après, toi, t'as plus le temps de faire les choses que tu veux, quoi. Tu me dis que tu as beaucoup de projets. Aujourd'hui, c'est quoi du coup tes prochains projets que tu es en train de mettre en place ou que tu as envie de mettre en place? Eh ben, écoute, là, je peux t'annoncer en exclusivité, que je pense, en mars-avril, j'ai enregistré là une formation, du coup, donc modèle vraiment infopreneuriat, une formation qui va faire environ 25 heures sur comment digitaliser un point de vente quand tu lances une activité avec un commerce physique. Donc c'est D'accord. très axé autour de la food, donc hôtel, restaurant, boulangerie, etc. Et donc ça reprend en fait tout ce que moi j'ai fait et ce que j'ai vu et ce que j'ai mis en place pour Père et Fiche de façon à ce que en, en mettant en place toutes ces actions, tu augmentes ta notoriété et directement ton chiffre d'affaires. C'est une formation, tu vois, vraiment en entonnoir avec toutes les bases marketing, puis après, création d'identité, le branding, tu dupliques ça sur site internet, tes fiches de référencement, après toutes les strates de contenu à avoir sur les réseaux sociaux, puis après les strates d'acquisition, pub, influenceurs, presse, etc. Puis tout ce qui va être fidélisation, mailing, SMS, communauté, puis des petits modules de digitalisation de points de vente. Donc voilà, donc il reste là on enregistre encore 2 jours à Paris en janvier avec des intervenants que j'ai pris qui sont un peu experts dans leur domaine ou qui ont des solutions qui fonctionnent très bien pour la restauration. Et la formation sortira mars-avril, je pense. Ok. Bon. Si tu as un lien, je mettrai ça sur la page de l'article.
Bah carrément, écoute, j'ai pas le lien encore, mais dès que je l'ai, je te dirai, ouais. Là, c'est les dernières petites questions. Comme on parlait beaucoup de digital et de réseaux sociaux, aujourd'hui, est-ce que toi, tu aurais un compte TikTok, Instagram que tu recommanderais ou en tout cas qui t'inspire Ah ouais, là, on peut en parler pendant une heure. Plutôt axé food ou pas forcément? ce que tu veux, en tout cas s'il y a des comptes à suivre que tu pourras recommander ou qui t'inspirent. Ben, moi, j'aime bien les pubs, les comptes pubs, tu vois, à savoir, t'as Creepy's, Ads with Benefit aussi, qui du coup montrent à chaque fois un peu les top campagnes marketing à travers le monde. Je trouve que c'est super inspirant. Après, j'ai bah il y a Gary Vee du coup qui je trouve on l'aime ou on l'aime pas, mais pour moi il a prédit le futur Oui. depuis 10 ans, c'est incroyable. Donc je regarde beaucoup ce qu'il fait. Le seul problème c'est que le mec poste 40 vidéos par jour, donc c'est impossible de le suivre. Et attends, je réfléchis rapide. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai sur la food, les top comptes, j'ai il y a il y a attends, je vais te les dire direct. Hop, euh, alors, sur Insta, t'as No Diet Club qui, je trouve, a fait un très beau travail et qui a un peu explosé son marché. Donc, du coup, c'est une meuf qui prône vachement le truc un peu porn food et tout. Et maintenant, elle fait des food tours dans plein de capitales, plein de villes et tout. Ça fonctionne très bien. Et après, t'as eu pour moi Vito Vidéo et Foodgasm qui, du coup, sont deux profils en mode qui sont arrivés sur TikTok dès le début et qui partageaient un peu des bonnes adresses et tout. Donc, je trouve que c'est hyper déjà pro, intéressant et pertinent ce qu'ils font. Et en termes recettes, tu vois, préparation de recettes, t'as Xavier Pincenin, du coup, qui est un chef français qui prépare beaucoup de recettes il fait que du contenu TikTok, tu vois. Il reprend des trends, des sons à la mode et tout, et c'est très très bien tourné. Ça donne très faim. Et après, t'as Laurent Daguenet, qui est pas très connu, qui est un mec de Montréal, qui est assez marrant et qui, pareil, fait des recettes. Et c'est ouf ce qu'il fait. Genre, c'est très très bien fait. Donc voilà ma petite reco de compte. Si t'as dit voilà, que tu avais beaucoup de sollicitations, si les gens veulent te contacter, que ce soit pour Père et Fiche, pour tes formations, euh, sur quoi il vaut mieux qu'ils te contactent quoi, sur LinkedIn, sur Insta, par mail Fran- fran- Franchement, je regarde tout. Après, en fait, je réponds juste quand c'est intéressant. Donc, s'ils veulent me contacter et qu'ils ont quelque chose d'intéressant, je répondrai directement. Il n'y a pas de souci, tu vois. ça marche. Et Mais si c'est enfin, à chaque fois, c'est des solutions, des trucs. Ah, bah, vous voulez automatiser vos process. Ah, enfin, tu vois, j'ai plein d'agences de com qui me contactent avec des messages classiques qui ne regardent même pas ce qu'on fait. Plein de solutions dont on n'a même pas besoin parce que c'est des logiciels de réservation alors qu'on fait pas de réservation vu qu'on est de la restauration rapide. Enfin, tu vois. Mais non, non, honnêtement, je suis plus sur les franchement, entrepreneurs. En tout cas, si des entrepreneurs voilà, veulent ah ouais, grave. échanger, Bah écoute, honnêtement, ouais, franchement, Insta ou LinkedIn, il n'y a pas de souci. ça marche. Et je pose toujours la question à la fin si tu as un dernier mot à ajouter avant qu'on termine le podcast. Ben, je finirai par n'oubliez pas que le poisson, c'est très très bon. Je te remercie, passe une bonne journée. Merci, toi aussi.